va vous présenter donc une nouvelle collection et on est vraiment ravis, on est même très fiers de vous présenter une collection complète pour le cycle 4 parce que c'était, vous savez, quand les programmes sont parus, hein, c'est-à-dire qu'on a eu à peine 2 ans pour faire 3 manuels, concevoir une collection donc et faire 3 manuels. Donc, et en plus, on avait 3 impératifs. Premièrement, respecter des nouveaux programmes. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Hein. On avait besoin de rechercher une nouvelle structure pour que les élèves puissent s'impliquer davantage. Et enfin, il fallait que nous recherchions des thématiques nouvelles. Parce que oui, je sais bien, les élèves changent tous les ans et que vous pouvez vous dire, oh, ben, cette thématique-là, c'est pas grave, l'année prochaine, il en fera une autre. Mais les profs, ils se lassent aussi, hein, d'une part. Puis d'autre part, on a essayé d'enrichir un peu les thématiques, c'est-à-dire de ne pas produire des choses auxquelles vous étiez habitués, parce que ça peut fonctionner plus ou moins bien. Alors, il fallait quand même essayer autre chose. Hein. Donc, on vous a préparé 8 unités dans chaque manuel, en 5e, 4e et 3e, hein, donc 24 unités, autour de thématiques. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur les termes thème et thématique, parce qu'un thème, ce n'est pas une thématique et vice-versa. Les thématiques, c'est ce que vous avez dans le manuel, c'est-à-dire, un thème, c'est... Je prends par exemple le thème de l'école. Si je vous dis, allez, on parle du thème de l'école. Vous allez me dire, bah oui, mais de quoi va-t-on parler dans le thème de l'école? Parce qu'on peut parler des élèves, on peut parler d'un système, on peut parler d'examens, on peut parler de bâtiments, on peut parler d'énormément de choses dans l'école. Donc, une thématique, ça veut dire que ça consiste à prendre, j'allais dire un morceau de thème, un angle d'un thème ou de plusieurs thèmes, pour les combiner de manière à créer une thématique, c'est-à-dire quelque chose qui va créer, provoquer, induire une problématique. C'est-à-dire que tout ce qui constitue l'unité, il va y avoir une dominante, sans doute, hein, un thème effectivement dominant, mais qui ne sera pas, on ne peut pas traiter tout un thème, c'est absolument impossible, et puis ça serait stérile. Ça serait quoi? Une liste de mots concernant sur l'école, enfin bon, on ne peut pas. Donc, il y a des orientations, il y a des choix à faire, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, problématique, ça veut dire qu'on pose un problème ou des problèmes et qu'on pose des questions. On a un questionnement. De la thématique va émerger un questionnement. Et ce questionnement, ça va être ce qui va permettre aussi de mettre les élèves au travail. Parce que s'il n'y a pas de problématique, les élèves sont passifs, on leur apporte tout. Oui, alors des éléments de culture, du lexique, de la grammaire, etc. Mais ils vont parler pour dire quoi? Pour faire des énoncés corrects? Donc si on veut que les élèves s'investissent, il faut les mettre dans une situation où ils vont devoir se battre un peu avec un ou des problèmes, ou surtout des aspects de la problématique, et essayer de faire des hypothèses, de comprendre la situation, de faire des hypothèses, de trouver, de poser des questions, d'y répondre, de discuter entre eux, etc. Vous voyez toutes les possibilités qu'une problématique ouvre, et c'est indispensable. D'ailleurs, les thématiques sont aussi ce qui apporte les éléments grammaticaux et lexicaux, parce qu'en fonction des choix que vous faites, vous allez avoir des champs lexicaux, vous allez avoir des champs grammaticaux, vous allez avoir des éléments de culture, donc c'est une construction. Donc toute unité, toute séquence si vous voulez, si vous créez vos propres séquences, hein, par exemple, toute séquence implique que vous trouviez un angle d'attaque pour un ou plusieurs thèmes, que vous puissiez combiner le tout et que, à partir de là, vous puissiez faire naître un questionnement qui va faire que vous allez devoir, ou les élèves vont devoir, parce que l'idée, c'est quand même pas vous qui faites le travail, surtout en général, vous connaissez mieux les réponses. Hein. Bon, donc, il s'agit que vous meniez les élèves à faire des hypothèses, se poser des questions, essayer de trouver des réponses. D'accord? Donc, l'idée de les mettre au travail. Alors, si je reprends un petit peu, parce qu'un thème, donc, vous comprenez, thème, c'est très vaste, contour indéfini, etc. Hein. D'ailleurs,
je vais y revenir, hein, mais vous avez vu, vous avez 4 grands thèmes dans les nouveaux programmes. Hein. Normalement, toutes les unités que vous faites, unités, séquences, etc., ça doit s'inclure dans les thèmes, je ne les connais jamais par cœur, je les oublie toujours. Alors, il y a école et société, hein, langage, rencontre avec d'autres cultures, et qu'est-ce que vous avez encore? Voyage et migration. D'accord? Ça, c'est les grands thèmes. Alors, quand on dit thème, on ne dit pas thématique. Hein. Ça veut dire qu'il faut que les thématiques que vous choisissez puissent traiter d'une partie des thèmes qui sont là. Et vous allez voir, il arrive même qu'avec certaines unités, on puisse rentrer, entre guillemets, afficher une unité comme appartenant à plusieurs thèmes. Alors ça, c'est un bon truc. Si vous êtes inspecté, vous n'aurez aucun mal sur votre projet pédagogique à mettre thème. Parce que quand vous regarderez dans le livre du prof, bon, là, je pense quand même que vous serez à même de juger des thèmes auxquels renvoie l'unité, hein, auxquels appartient l'unité. Mais si vous regardez dans le livre du prof, vous allez avoir en première page pour chaque unité, premièrement, thème. Et vous aurez le ou les thèmes des programmes auxquels l'unité appartient. Ensuite, vous allez avoir problématique, c'est-à-dire le questionnement autour de ce qu'on a construit. Ensuite, vous aurez des choses, ça vous donnera une idée complète de l'unité. Vous aurez, alors c'est dans quel ordre? Oui, vous aurez lien avec les autres disciplines. Ça, c'est intéressant aussi d'un point de vue interdisciplinarité. Tout ça, c'est un tableau synthétique hein, qui est la première page de l'unité pour dans le livre du professeur. Et vous aurez aussi les projets, c'est-à-dire tout ce qui est réalisé à différents niveaux dans le chapitre, et l'évaluation. En quoi peut consister l'évaluation? C'est-à-dire que vous aurez vraiment un tableau synoptique de tout ce que vous pouvez mettre à propos du travail que vous proposez. D'accord? Donc, là, hein, franchement, si vous n'arrivez pas à trouver le thème dans lequel rentre l'unité, à le mettre, affichez-le. Hein. Comme ça, on ne pourra pas vous dire, mais vous n'avez pas, dans quel thème inscrivez-vous votre séquence. D'accord? Alors, je reviens un petit peu aux thématiques, d'accord? On est d'accord sur ce qu'est une thématique et la nécessité qu'il y ait une problématique. C'est important de proposer des thématiques qui soient susceptibles d'intéresser les élèves, c'est-à-dire qui parlent d'eux, ou qui parlent de sujets susceptibles de les intéresser, ou de choses qu'ils ne connaissent pas mais qu'ils découvrent parce que ça correspond à peu près à leur âge ou que ça correspond à leur avenir aussi. Hein. On n'est pas obligé de parler uniquement du présent, mais il faut trouver des thématiques qui intéressent les élèves, dans lesquelles ils peuvent se projeter, sur lesquelles ils peuvent donner un avis. Parce que si vous, d'un bout à l'autre, vous leur parlez de choses qu'ils ne connaissent pas et qui sont complètement extérieures à leur domaine, ils vont avoir du mal à prendre position, à donner un avis, et ils risquent de se tenir en retrait et vous n'aurez pas la participation qui est souhaitable. Alors, on a essayé de renouveler les thématiques. Alors oui, c'est indispensable parce que les temps changent, la civilisation change. Hein. Moi, je suis retraitée, mais j'ai enseigné puis inspecté pendant 42 ans. Donc, je peux très bien vous dire qu'au début de ma carrière, l'ambiance, les élèves n'étaient pas les mêmes. Hein, ceux qui ont un peu d'ancienneté, vous avez pu noter l'évolution. Hein. Donc, il faut tenir compte de l'évolution des mœurs, des regards des ados sur le monde, sur l'école, enfin, etc. Donc, il fallait renouveler. Alors, il fallait des situations qui leur parlent, qui les intriguent, des personnages auxquels ils s'intéressent, avec lesquels ils peuvent s'identifier. Donc, il faut une grande variété de thématiques qui soulèvent des questions parce qu'il faut que ça soit stimulant hein, pour eux. S'ils s'embêtent, vous n'allez pas avoir grand-chose, pouvoir tirer grand-chose d'eux. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne s'empare plus de thèmes qui ont été vus et revus. Je reviens à l'école. Hein. Je
prends un exemple toujours le même, mais vous savez très bien que dans tous les manuels d'anglais depuis belle lurette, il y a toujours un chapitre où les enfants sont à l'école. Bon. Alors, avec plus ou moins de succès, des fois autrefois c'était purement descriptif. Hein. La salle de classe, de quoi ils se servent, les leçons, les disciplines, géographie, histoire, etc. etc. Bon. Là, c'est l'intérêt de faire évoluer cette représentation de l'unité en tant que thème, c'est que l'idée, c'est si on prend le thème de l'école, par exemple, et qu'on veut créer une thématique avec l'école un peu au centre de la thématique. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Nous, on a revisité ce thème, qui est un thème donc classique et incontournable. Je vais vous donner quelques exemples sur les 3 niveaux, hein, 5e, 4e, 3e, pour que vous voyez qu'à partir d'un même thème, on crée une problématique et on finit par arriver à quelque chose de très différent. On ne rabâche pas. Ce n'est pas parce qu'il faut absolument parler de l'école en 5e, en 4e et en 3e. C'est parce que c'est un sujet dont les enfants ne se lassent pas pour peu que le thème soit accompagné de tas de choses et que la perspective ne soit pas la même. Hein. Alors, je vais vous donner les déclinaisons. Hein. Je vous donne rapidement, je vous dis ce qu'il y a dedans. Je me doute que vous n'allez pas foncer sur les manuels et regarder les unités, parce qu'il y a 3 manuels à ouvrir, c'est un peu compliqué. Donc, en 5e, par exemple, dans l'unité 3, qui s'appelle, alors là, la couleur est là, hein, ça s'appelle « Special Day at School ». Bon, aucune ambiguïté, hein, on sait de quoi on va parler. Alors, il ne s'agit pas de l'école au sens traditionnel. Hein. C'est une journée de pep rally dans une middle school américaine. Déjà, on a un angle d'attaque qui est culturellement différent de ce qu'on essaie des fois de présenter. Hein. Alors, dans ce thème, on va avoir une thématique, parce qu'on va rencontrer des situations qui rendent une journée mémorable. Mémorable parce que c'est une journée de pep rally, mais aussi mémorable parce que dans la vie d'un collégien, il se passe toujours des choses mémorables, des événements heureux ou malheureux qui marquent et qui restent en mémoire. Hein, donc, on ne tient pas un discours sur l'école aux élèves. L'école sert de cadre à des situations dont les élèves peuvent se sentir proches. D'accord ? Alors, donc culturellement, bon, bien sûr, middle school, pep rally, plus bien d'autres choses, hein, les cours, etc. Mais il y a d'autres champs lexicaux aussi. Hein. Alors, si je reprends l'histoire de mon livre du prof, vous savez, avec l'encadré, où vous pouvez savoir à quel thème officiel, en fait, ces thèmes, vous avez vu, je ne sais pas si vous vous en servez. Vous vous en servez ? Vous y pensez, vous les... Non, je vois des regards pas sûrs. Les thèmes, vous savez, les 4 thèmes officiels des programmes, vous pensez à étiqueter vos séquences de ça ou... Oui. Bon, alors, là, vous n'aurez qu'à regarder dans le livre du prof, vous saurez déjà, par exemple, dans cette unité 4 du livre, 3, pardon, du livre de 5e, vous verrez qu'on peut l'associer au thème école et société et aussi au thème langage parce qu'il y a un travail sur le diary dans l'unité. Hein. Et moi je dirais, on n'en a mis que 2, mais on pourrait avoir très bien rencontre avec d'autres cultures parce que franchement, qu'est-ce que c'est que pep rally middle school, ça évoque déjà... hein, bon. Alors, je vous donne rapidement des noms d'autres unités. Vous avez l'école pour que vous voyez simplement que les angles d'attaque sont bons. En 4e, vous avez 2 unités dans lesquelles vous entendez parler de l'école, mais pas durant toute l'unité, et avec un angle d'attaque très précis. Dans l'unité 2, c'est en 4e, ça s'appelle « Kill the Rumor ». La thématique, c'est le harcèlement en général, dont un thème est le harcèlement à l'école. D'accord ? Enfin, la rumeur à l'école qui induit une forme de harcèlement, hein, mais aussi le harcèlement dans le voisinage, le harcèlement des people, hein, des célébrités, etc. Donc, c'est bien une unité sur la rumeur, mais vous avez quand même un domaine, un monde que les élèves connaissent, qui est l'école. Vous en avez une autre dans l'unité 4, en 4e, vous avez Spirit of Australia. Alors, on se focalise dans l'unité sur l'outback,
Il ne s'agit pas de faire un guide touristique du tout, là. Hein. Bien sûr, la thématique, c'est la vie dans certains coins d'Australie, très loin de ce que l'on connaît en France, donc hein, vraiment l'outback. Donc, il y a bien quand même l'école pour des enfants de l'outback australien, vous savez, la célèbre The School of the Air. Les enfants sont de chez eux et ils se voient une fois ou deux, trois par an. Bon. Donc c'est au sein d'une unité dédiée à l'Australie, mais on a plusieurs thèmes. Ici, on a donc l'école dans l'outback. On a aussi la vie des fermiers isolés dans l'outback, avec d'ailleurs les enfants qui sont, ceux qui vont à l'école, c'est les enfants des fermiers de l'outback et qui participent à la vie, etc. Les aborigènes, parce qu'ils sont là aussi. Hein. Et on, du coup, à contraster, mais un tout petit peu, c'est pas du tout la dominante dans l'unité, avec la vie sur les côtes australiennes. Avec là où il y a des grandes villes et là où on vit autrement. Voilà. Bon, enfin, en troisième, une unité, c'est la première, qui s'appelle Schools of the Wild, qui sont des exemples d'écoles en plein air. Alors, vous en avez de plusieurs pays anglophones. Le thème, c'est envisager d'autres environnements d'apprentissage, mais ces écoles, en favorisant l'apprentissage qu'on peut appeler hands-on, vous voyez, c'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre des choses dans les livres, ils les vivent. Il n'y a pas que des cours à l'extérieur, hein, bien sûr, mais il y a toute une partie du programme, hein, je ne dis pas de bêtises, non, pas du tout. où effectivement, parce qu'il va y avoir le champ lexical de l'école, oui, mais pas en dominante, parce qu'en fait, de quoi on parle? On parle de ce que ces jeunes vont découvrir dans des coins parfois très sauvages, comment ils doivent se comporter, de quoi ils vont avoir besoin, qu'est-ce que ça leur apporte, etc. Donc on va avoir des champs lexicaux très variés et pourtant, ça s'appelle The School of the Wild. Voilà, je vous ai donné des exemples de thématiques incluant un thème. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Bon, je vous donne très rapidement et je passerai la parole à Catherine. Je voulais vous dire qu'il y a plein d'autres thèmes qui n'ont pas encore été abordés et qui sont, comment dirais-je, c'est de manière plus subliminale. Vous savez, des thèmes qui montrent aux élèves qu'il faut gagner confiance en eux. Comment les booster? Vous voyez, ce genre d'unité. En cinquième, on a... là, non, en quatrième, on a la première unité, ça s'appelle You Can Do It. Donc, avec un titre comme ça, vous voyez de quoi il s'agit. Hein. Dans ce thème, alors il y a des personnages de fiction, vous avez des extraits de Divergent, vous voyez, là où effectivement les personnages ont des étiquettes et ils conviennent ou pas aux étiquettes, ceux qui connaissent soit le livre, soit le film. Enfin, les livres et les films, je crois qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Ou réel, parce qu'il y a un petit personnage que je trouve très attachant qui s'appelle un petit tout jeune ado, hein, je ne sais pas quel âge il a exactement, mais s'il a 13-14 ans, c'est le maximum, qui s'appelle Mose Bridges et qui est un petit noir américain qui a créé une société, une compagnie, et il fabrique de nœuds papes. Bose, vous le connaissez peut-être parce qu'on l'a vu, on voit des vidéos des fois sur lui. C'est sa grand-mère qui lui a appris à travailler les tissus, à servir d'une machine à coudre. Et il a un succès fou. Il vend il vit chez ses parents, enfin chez sa mère. Voilà. Et donc, vous voyez, you can do it. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc, si ce n'est pas une unité qui booste vos élèves, là, franchement... Hein, il y a tout un travail là-dessus. Hein. Donc, c'est la prise de confiance en soi. Puis, vous avez Be a Smarter Consumer, les liens entre société de consommation, le travail des enfants, etc. et les comportements responsables. Vous avez, alors ça, je trouve ça intéressant aussi, en troisième, ils sont un peu plus grands. Et finalement, c'est pas l'unité 3, ça s'appelle Citizens of Tomorrow. Le thème, c'est l'engagement de jeunes Anglais dans la vie de la cité. Appartenir à des conseils, voyez. Bon. Et la thématique est destinée à susciter l'investissement citoyen des ados. Voyez, donc on travaille là aussi sur les parcours. Hein. Michel vous en parlera tout à l'heure, parce que les unités aussi, vous pouvez les ranger dans les parcours.
Voilà, vous avez des thématiques inédites qui font découvrir des périodes historiques. Vous avez une Angleterre du Moyen-Âge en 5e, Murder in the Dark Ages, imbriquant la culture moyenâgeuse, si j'ose dire, enfin certains événements avec une histoire policière. Vous avez en 4e le chemin vers la liberté des esclaves à la fin du 19e aux États-Unis, qui s'intitule Journey to Freedom aussi, hein, qui est aussi très sympa. Et puis en 3e, vous avez Blitz Kids, le Blitz en Angleterre. C'est-à-dire, c'est intéressant, vous voyez, parce que c'est le thématique, oui, c'est la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, mais c'est un angle d'attaque différent, c'est-à-dire quelles conséquences ça a eu pour tous les enfants qui étaient envoyés à la campagne, etc., etc., des souvenirs de certains qui sont encore en vie, et puis des tas de choses. Hein. Bon. Donc, c'est une manière, on ancre dans un domaine historique, mais par un biais qui peut susciter des liens avec, quand même avec les élèves, d'accord? Puis il y en a d'autres, à la musique. Vous avez 2 unités sur la musique que je trouve super, l'art, les sports, etc. Bon, ça y est, j'ai... Bon, ben oui, je suis bavarde. Alors, ben tant pis, hein. Ah oui, je vous reparlerai des pages Goodreads qui se trouvent à la fin d'unité du 4e et du 3e, qui continuent dans la thématique, hein, qui prolongent un peu la thématique, et on en reparlera. Bon, alors Catherine. Voilà, alors bonjour, je représente l'équipe des auteurs et je vais vous faire un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet en vous expliquant un peu comment on a organisé et mis en activité tous les thèmes et thématiques dont Hélène vient de parler. Voilà. Alors, 3 manuels, et ces 3 manuels sont conçus de la même façon. Ils s'articulent tous les 3, si vous ouvrez par exemple celui 4e, parce que c'est celui pour lequel vous allez voir des exemples concrets. Les 3 manuels s'appuient sur 2 doubles pages, et ces 2 doubles pages sont complémentaires et ont pour but de guider progressivement les élèves vers la réalisation finale, qui est la dernière page de l'unité, et dont je vous parlerai dans un dernier temps. Alors, lorsque nous avons réfléchi à nos documents supports et lorsque nous avons élaboré nos différentes activités, nous avons essayé de répondre à 3 grands mots d'ordre, une progression logique pour poser étape par étape, pour apporter aux élèves étape par étape les outils dont ils auront besoin pour réaliser cette tâche finale. Nous avons aussi accordé une attention toute particulière à l'ancrage culturel, ce dont Hélène vient de vous parler, et je vous donnerai des exemples concrets de ceci tout à l'heure. Nous avons aussi réfléchi à de nouvelles mises en situation. Voilà. Nous avons essayé de trouver des activités variées qui permettent de faire échanger les élèves, enfin, de faire en sorte que les élèves échangent entre eux ou présentent des choses à l'oral. Et enfin, l'idée aussi, c'est de rendre le manuel assez souple d'utilisation pour vous. Donc ça, je vous le montrerai aussi en vous proposant différentes solutions de mise en œuvre, que ce soit dans le manuel, à travers l'utilisation du workbook ou tout simplement à travers de conseils dans le livre du professeur. Et bien entendu, de façon traditionnelle, chacune des activités s'accompagne d'aides, de petites astuces, de conseils prodigués aux élèves pour les aider à réaliser les différentes activités qu'on leur propose. Voilà. Alors, je vais dans un premier temps vous présenter la page Focus On, qui est la première double page de chaque unité. Cette double page répond à 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de découvrir un aspect particulier du thème de l'unité. Alors, c'est une façon, par exemple, de donner un coup de projecteur sur une ville, sur une école, sur un concert, un musée, voilà, en fonction des unités. Et l'idée aussi, au travers de cette double page, c'est de poser des jalons pour progressivement mettre en place la réalisation du projet final. L'idée, en fait, c'est au travers des différents documents, c'est de donner aux élèves des faits de langue et du lexique qui leur serviront à réaliser le projet qui correspond à la dernière page de l'unité. Voilà, alors, cette double page s'articule autour de 3 supports. Donc, 3 supports qui sont indépendants les uns des autres. Voilà, ce qui vous permet, par exemple, d'en utiliser éventuellement que 2 et au lieu des 3, si vous estimez, en fonction de la configuration de votre classe, que c'est plus pratique, plus efficace. Ces 3 supports aussi sont les plus variés possibles. Alors là, vous pouvez le constater, vous avez l'affiche du film The Divergent, qui s'accompagne d'un enregistrement audio, qui est un échange entre des fans du film. Vous avez ensuite une affiche publicitaire qui est authentique et qui, elle, s'accompagne d'une vidéo.
c'est aussi qui s'accompagne d'une interview, un enregistrement audio qui est une interview, et finalement une petite vidéo qui correspond en fait à un pep talk. Voilà. Donc, et cette règle de la variété, on a essayé de la respecter dans chaque manuel et pour chaque unité. Autre aspect important, l'idée c'était d'ancrer culturellement tous ces documents. Bon, Hélène vous en a déjà parlé, donc je vais pas m'appesantir là-dessus, mais voilà, trouver des choses qui correspondent au centre d'intérêt des élèves, qui éventuellement font écho à l'actualité. Alors, des documents authentiques ou inspirés de documents authentiques ou de situations réelles, en sachant que nous nous sommes efforcés au fur et à mesure des niveaux d'utiliser de plus en plus de documents authentiques, de sorte que, arrivé en troisième, voilà, vous trouvez quand même un certain nombre de documents authentiques dans les unités pour préparer la transition vers la classe de seconde. Voilà. Alors, ces trois supports s'accompagnent d'un appareil pédagogique qui est assez simple et qui est le même pour chaque document. Dans un premier temps, vous avez la consigne « Get Ready » qui en fait vous renvoie au workbook. Et cette première activité que vous pouvez choisir ou non d'effectuer en fonction du niveau de vos élèves, c'est une activité en général qui est fondée sur la manipulation de termes lexicaux qui vont rendre plus facile la compréhension du document aux élèves. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'accompagner, de guider un maximum les élèves, dans un premier temps en leur fournissant un certain nombre d'aides et ensuite en leur faisant faire des choses de façon un peu plus autonome. Consigne suivante. En fait, consigne suivante, oui et non, car en la réalité, les questions qui apparaissent dans le manuel sont des questions de synthèse, et à l'intérieur du workbook, vous allez trouver des activités qui vont guider les élèves pas à pas dans le relevé des informations dont ils vont avoir besoin pour répondre aux questions de synthèse qui figurent dans le manuel. Donc là, vous voyez aussi une certaine souplesse d'utilisation. Si vos élèves ont besoin d'être particulièrement accompagnés, vous optez pour la solution guidage dans le workbook, ou vous pouvez tout simplement aborder le document d'une autre façon en vous appuyant essentiellement sur les questions de synthèse qui figurent dans le manuel. Voilà. Pour finir, une consigne qui s'intitule « Your Turn » et qui est cette fois-ci une activité de transfert. Alors, certes modeste, mais malgré tout, l'idée est de permettre aux élèves, en s'appuyant sur ce qu'ils viennent de faire, ce qu'ils viennent de lire, ce qu'ils viennent de manipuler, de réaliser une petite production à l'oral ou à l'écrit, seul ou en binôme, de telle sorte à commencer en fait à les préparer à la tâche finale, puisque l'idée de la tâche finale, c'est bien celle-là, c'est l'idée d'une production à l'oral ou à l'écrit un petit peu plus conséquente. Cette consigne s'accompagne elle aussi d'une aide à la mise en application dans le workbook, libre à vous de l'utiliser ou pas. Voilà, encore une fois, en fonction des besoins de vos élèves. Vous trouvez aussi sur cette page un petit encadré Words, qui est donc, vous l'aurez compris, une aide lexicale. Et je crois, qu'est-ce que je vous ai... Ah oui, ensuite, pour compléter tout ceci, et dans le cas de figure où vous auriez envie, ou dans le cas de figure où vos élèves auraient besoin de le faire, vous pouvez approfondir tout ce qui aurait été vu sur cette double page au travers d'une page qui figure dans le workbook, Practice and Write, et qui consiste en un entraînement à l'écriture et à la manipulation des faits de langue et du vocabulaire qui est mis en avant dans les documents de la double page. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, l'idée de cette première double page, c'est de poser des bases, d'équiper les élèves d'un certain nombre d'outils, de les entraîner pour progressivement les guider vers un autre type d'activité qui est l'objet de la seconde double page du manuel, le Team Challenge, et qui consiste cette fois-ci en une mise en activité un petit peu différente. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de volonté d'innover dans les mises en situation, et c'est ce que nous avons essayé de faire au travers de cette double page-là, donc je vais vous expliquer le principe dans un premier temps. Alors, cette double page s'articule elle aussi autour de 3 documents, également indépendants les uns des autres. L'idée, c'est de répartir les élèves en équipes, de leur soumettre un défi. En l'occurrence, ici, il s'agit, en travaillant au travers de la rencontre avec des jeunes gens au parcours un peu exceptionnel, il s'agit de demander aux élèves de réaliser une interview. Donc, les élèves sont répartis en équipes. Vous attribuez à chaque équipe un document en particulier.
Voilà, ils disposent d'un certain temps de recherche au sein de leur équipe qui consiste en un relevé d'informations. Donc, première étape, on relève des informations. Deuxième étape, on se concerte. Et enfin, on utilise ces informations pour relever le défi, à savoir, dans ce cas précis, réaliser une interview. Et en fait, cette interview est ensuite présentée à la classe et c'est une façon pour chaque équipe de transmettre les informations qu'ils ont relevées à leurs camarades. Voilà. Donc, les objectifs de cette double page est d'élargir en fait les perspectives des élèves. Alors, il s'agit d'approfondir les compétences culturelles qui auront été vues dans la page Focus On, mais aussi de rebrasser les faits de langue. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans la page Focus On, les faits de langue qui sont abordés sont les deux formes de présent, le comparatif, les adverbes de fréquence. Et il se trouve que ces faits de langue-là, et on a été vraiment très attentifs à cela, se retrouvent dans les documents du Team Challenge. Il s'agit d'autre part de motiver la découverte des documents, de motiver la lecture des documents en donnant une raison vraiment concrète aux élèves de les explorer. Vous l'aurez compris, pour pouvoir ensuite transmettre ces informations-là à leurs camarades. Et enfin, un autre aspect important, c'est d'initier un travail collaboratif. Et c'est précisément ce travail collaboratif, c'est ce que je vous ai un petit peu dit tout à l'heure, qui va permettre des mises en activité, des mises en situation, de communication nouvelles et concrètes. Puisqu'encore une fois, il s'agit à la fois d'échanger au sein du groupe, mais aussi par la suite d'échanger, de présenter quelque chose au reste de la classe. Et enfin, et ce qui nous amène à la dernière consigne de cette double page, le have your say, de prendre position par rapport à un sujet, une question qu'on leur pose, et de donner son avis sur un point à la classe. Voilà. Donc, notre souci, c'était la variété des mises en situation et une façon de motiver ce travail-là. Dernier objectif de cette double page, c'est aussi de décomplexer le rapport à la lecture et à la découverte de documents parfois un petit peu plus compliqués que sur le Focus On, et aussi parce qu'ils sont pour la plupart authentiques. Donc on désacralise cette approche du document nouveau de deux façons, à travers le travail d'équipe. C'est plus facile forcément de s'attaquer à un document nouveau quand on peut s'entraider, échanger avec ses camarades, d'une part, et d'autre part, je sais plus ce que je voulais dire, et d'autres, j'ai trop de choses à vous dire en fait, c'est ça le problème. Voilà, et donc aussi de montrer aux élèves qu'ils peuvent tout à fait comprendre un document, aller piocher des informations dans ce document sans pour autant le comprendre dans les moindres détails. Voilà. D'ailleurs, dans le livre du professeur, vous trouverez des fiches photocopiables, oui, pour aider les élèves à réaliser ces relevés, et voilà, et leur montrer qu'ils n'ont pas besoin de tout saisir pour réussir à produire quelque chose et à échanger avec leurs camarades. Et d'autre part, autre point extrêmement important que j'avais noté aussi, mais oui Hélène, tu fais bien de me le rappeler, l'idée aussi c'est de leur montrer que la prise de parole n'est pas forcément censée être parfaite, et voilà, et qu'on peut communiquer, qu'on peut réussir à faire passer un message sans pour autant sans aussi avoir eu la relecture, la validation du professeur. Parce que dans le fond, il se lance un peu sans filet dans le cadre de cette activité. Et c'est aussi une façon de leur montrer qu'on peut faire de l'anglais autrement. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que nous oublions l'importance des faits de langue et du lexique. Ça, vous l'aurez bien compris. Ça fait quand même l'objet. Enfin, voilà, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment beaucoup travaillé et qui est vraiment tissé d'une page à l'autre, d'une unité à l'autre, et d'un manuel à l'autre. Voilà, ça a aussi été notre fil directeur. On a vraiment essayé de faire en sorte de combiner ces deux aspects-là. La mise en activité, une forme de communication facilitée, et en même temps de mettre en place tous les outils grammaticaux nécessaires. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette page-là. Non, j'ai pas tout dit. Le Get Ready, j'ai pas parlé du Get Ready. Mince, c'est parce que j'ai mélangé différentes choses. Même principe que pour la double page du Focus On, vous avez un certain nombre de consignes qui guident les élèves. La première consigne est un Get Ready, merci Hélène, voilà, que vous retrouvez dans le workbook. Alors, le concept est similaire à celui du Focus On, mais plus complexe, plus approfondi. Il s'agit ici d'une double page qui comporte à la fois des apports lexicaux et des apports culturels, et qui sont censés résoudre certaines difficultés de compréhension
en abordant différents thèmes de civilisation en rapport avec les documents du Team Challenge. Ce qui permet là aussi, vous l'aurez compris, une certaine différenciation en fonction de vos classes et du temps dont vous disposez. Ensuite, je vais vous parler... Non, je vais passer la parole à Michel, à vous. Non, à Hélène, désolée, voilà. Merci. Je vais juste une incise, hein, je vais donner la parole à Catherine ensuite, parce qu'elle a un gros paquet de choses à vous dire. Suivent ces deux doubles pages, une double page qui traite des problèmes de grammaire et des problèmes de lexique. Les exercices. Sachez que bon nombre de ces exercices de grammaire, c'est plus que de compléter avec le bon temps ou compléter avec le bon mot. Hein. Vous avez une contextualisation, souvent des petits textes, des petits dialogues, ça a du sens, c'est un travail dans le sens de l'unité, hein, de la thématique. Donc, il y a ça. Et puis, en regard de chaque série d'exercices ou de chaque exercice, vous avez une petite fiche qui synthétise le point sur lequel porte l'exercice. Et il est indiqué un renvoi au mémo grammatical qui se trouve en fin de manuel. Je vais vous demander simplement de regarder, ouvrez-le à n'importe quelle page. Ça a des pages sur fond ocre ou jaune, enfin voilà. Je vois, non, je les ai vus passer. Voilà. Je ne sais pas quelle page, c'est vraiment vers la fin. Si vous voulez, on a adopté le principe suivant. Au lieu d'avoir un précis, si on adopte l'idée d'un précis, au lieu d'avoir un précis un peu à l'ancienne, c'est-à-dire on commence par le groupe verbal, le groupe nominal, ou l'inverse, le groupe nominal, le groupe verbal, la phrase. Précis auquel les élèves ne se reportent jamais parce qu'ils ont vu dans une unité, je dis n'importe quoi, le présent simple ou le prétérit ou should, ou etc. Et ils ne savent pas où ça se retrouve dans le précis, ils n'en ont pas besoin, ils le fixent. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est on propose pour chaque unité une double page de grammaire contenant un certain nombre de fiches. C'est à ces fiches que renvoient les petites étiquettes jaunes. D'accord? Donc, il y a une page il y a un petit sommaire tout à fait au début du mémo, précis, donc à la fin, et il y a la liste des points classés. Donc ça veut dire que l'élève qui a vu, je dis n'importe quoi, le prétérit en B+5 dans une unité, ça a été réactivé, bon. Il a des exercices là, bon, là il sait qu'il peut regarder la petite fiche, s'il a de bons souvenirs, il peut aller se reporter au précis et à la bonne fiche. Mais imaginons qu'il fasse les exercices de l'exercise bank, parce qu'on a tout vraiment plein d'exercices à la fin du manuel. Imaginons qu'ils se disent, mais qu'est-ce que c'est le prétérit en B+5 et dans quelle leçon je l'ai vu? Eh bien, il peut, lui, se reporter au sommaire qui est au début du précis. Vous voyez, il y a deux liens. Il y a le lien de l'unité au précis, aux fiches du précis, et il y a ensuite la possibilité, en dehors de l'unité, parce qu'on veut revoir un point, etc., de regarder le sommaire et de retrouver la fiche. L'avantage aussi de faire une fiche, ou des fiches plutôt, par unité, c'est que dans les exemples pris, on se concentre sur le lexique de l'unité et des exemples tirés de l'unité. Donc, c'est tout à fait contextualisé. En termes de nombre d'exercices, et je te rends la parole Catherine tout de suite, c'est qu'on a beaucoup d'exercices. Un de nos auteurs a eu la gentillesse de calculer, ça tout le monde n'avait pas envie de le faire, de calculer le nombre d'exercices par unité. Entre les exercices qui se trouvent dans cette double page, les exercices du workbook et l'exercice de grammaire, l'exercise bank de la fin de l'unité, il y a à peu près 30 exercices par unité. D'accord? Donc, vous ne manquerez pas d'exercices hein, en fonction des besoins des élèves. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Je vous remercie, Catherine, excuse-moi. De façon très logique, après les exercices, les évaluations. Alors, les évaluations, même mot d'ordre, souplesse, possibilité de différenciation. Première étape, alors ce n'est pas ce qui figure ici, mais c'est quelque chose que vous trouverez dans le livre du professeur sous forme de fiches photocopiables. Il s'agit de fiches qu'on a appelées... Ah, voilà. Vous en avez un exemplaire. Ça ne se voit pas bien, mais à l'intérieur, là. Ah bah voilà. D'accord, tout à fait.
Voilà, je vous remercie. Voilà, alors c'est ce premier niveau d'évaluation qui correspond essentiellement à une évaluation formative. Ce sont des fiches photocopiables intitulées Quick Check qui ont pour but de permettre aux élèves d'évaluer leur progrès, de se rendre compte si oui ou non ils ont bien acquis les différentes activités langagières ou les différents faits de langue abordés. D'accord? Donc ça c'est la première étape. Et ces Quick Check correspondent à ce qui aurait été fait dans le Focus On et le Team Challenge. Voilà. En sachant, parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, que ce Team Challenge, vous n'êtes pas non plus obligé de le réaliser tel quel. Vous pouvez choisir de ne pas les faire travailler les élèves en équipe et de vous concentrer sur un ou l'autre des documents en classe entière. Voilà. Il n'a pas besoin d'avoir été fait dans son intégralité pour que vous puissiez utiliser les Quick Checks. Deuxième forme d'évaluation, alors cette fois-ci, elle figure dans le manuel. Il s'agit des pages Check Your Progress. D'accord. Deux possibilités d'utilisation pour vous. Évaluation formative, donc vous faites réaliser ces activités aux élèves qui portent sur les deux activités langagières principales du manuel. Donc ici, il s'agissait de travailler sur une compréhension orale et de relever des informations concernant un jeune homme au parcours un peu étonnant, et ensuite de faire le portrait d'un jeune garçon qui est artiste, en réutilisant encore une fois le présent, le comparatif, etc. Voilà, alors ça peut faire l'objet d'une évaluation formative, mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien vous arrêter là et vous dire que ben voilà, vous utilisez cette page-là pour une évaluation. Ouais, très bien, c'est bien. Ok, voilà. Alors, troisième niveau d'évaluation, la dernière page de l'unité, qui est la page que nous avons intitulée Your Project et qui correspond donc à la réalisation finale dont je vous parle depuis le début. Cette page est donc l'aboutissement de toute l'unité. Et comme vous pouvez le constater, donc, il s'agit de donner aux élèves une tâche à réaliser qui correspond à l'activité langagière dominante de l'unité. L'élève est guidé au travers de différentes steps qu'on lui donne pour lui expliquer comment se préparer, etc. Il y a des boîtes tips aussi pour leur donner des petits trucs. Et il y a par exemple souvent des boîtes tips qui renvoient à des fiches méthodologiques. How to. Donc Michel va vous parler ensuite. Parce qu'il ne s'agit pas de lier une fiche How to à une unité spécifiquement, mais un petit peu de travailler en fonction des besoins des élèves. Donc, elle se trouve en fin de manuel, mais ces boîtes tips vous donnent des conseils, suggèrent des renvois, renvoient à ces fiches, voilà. Voilà. Et dans le livre du professeur, vous trouvez une grille d'évaluation qui peut vous aider aussi à évaluer vos élèves, donc cette fois-ci de façon sommative. Voilà. Donc vous voyez, l'idée c'est à la fois de vraiment bien accompagner les élèves, de les faire travailler de façon très progressive, de tout réutiliser dans une dernière unité, et puis de vous fournir aussi différentes solutions de mise en œuvre. Voilà. Enfin, alors ça c'est moins mon domaine, le petit tableau sur le bilan de compétences, mais non, voilà, c'est pas grave. Il y a un bilan de compétences, oui, qui récapitule un petit peu, au cas où vous n'auriez pas lu toutes les fiches du livre du prof, parce que là vous avez déjà des choses, mais qui permettent de récapituler tout ce qui a été fait en termes d'activité, à quel domaine, dans les différents domaines qui sont concernés par l'unité, les domaines du socle commun, d'accord, les 5 domaines. Donc, en général, le domaine 4 n'est pas tellement exploité par les professeurs de langue, hein, parce que c'est le domaine scientifique. Alors, il arrive que dans des unités, on puisse en avoir besoin. Enfin, disons que les dominantes, c'est quand même plutôt le domaine 1, pour une partie, et les domaines 3, 2, plutôt méthodologie, 3 et 5. Et donc là, vous avez les domaines concernés et les objectifs, ou ce à quoi doit mener, quel est le bénéfice de l'unité, hein, quel est le domaine concerné. Mon intervention va être brève et elle va surtout être axée sur la manière dont nous avons intégré l'esprit, les points clés de la réforme dans cette collection Give Me Five. Je crois que nous nous sommes appuyés en fait sur les points clés pour de préférence proposer des démarches aux élèves qui soient motivantes et qui aient du sens. Je crois que la quête de sens, et on peut peut-être le citer comme la première des priorités lorsque nous avons travaillé avec les équipes pour commencer à esquisser nos unités, nos contenus, etc. Donc la quête de sens, et la quête de sens qui, dans le cadre de cette réforme, a été facilitée aussi par le fait que nous pouvions nous appuyer sur tout ce qui était du domaine
domaine de la transversalité qui est lié à cette réforme, du domaine de l'interdisciplinarité. Et ça nous a permis également, en travaillant, en regardant tous les domaines dans lesquels nous avons à travailler, ça nous a permis d'élargir très, très nettement, je crois, le champ de réflexion et le champ de création des unités par rapport à ce qui existait dans les anciens programmes. Donc je pense que pour nous, l'intégration de la réforme n'a pas été un problème, ça a été au contraire une aide. Ça a simplement amené à gérer davantage d'informations, une plus grande richesse aussi, mais je crois que la richesse, nous en avons tiré une meilleure partie possible. Alors, voilà ce que je dirais simplement sur l'intégration de la réforme. J'ajouterais que nous avons aussi, je crois, totalement, dans toutes les unités, le souci de ne jamais rien mettre qui soit purement gratuit, qui soit purement de l'ordre de l'affichage. Chaque document a son utilité, chaque document déclenche des activités pour les élèves, chaque démarche est susceptible de rendre l'élève actif dans son apprentissage. En même temps, l'élève va être souvent face à des tâches qu'il peut soit réaliser en développant son autonomie, soit, et ça n'est pas incompatible, soit en travaillant dans une démarche collaborative avec d'autres, puisque la démarche collaborative est aussi un des points clés dans l'esprit de cette réforme. Donc voilà l'esprit dans lequel nous avons travaillé. Alors, il s'agit maintenant de vous montrer des exemples de ce que nous avons essayé d'apporter dans le cadre de enseigner autrement, dans le cadre de faire mieux réussir les élèves. Ça a toujours été notre souci, évidemment, dans la réalisation, dans la création, la réalisation de cette unité, de cette collection, je veux dire. Et donc là, vous avez d'abord les 3 points qui sont des exemples, je pense, particulièrement parlants des efforts d'innovation qui ont eu lieu dans cette méthode. Alors, have a break, on ne le retrouvera qu'en 5e. Alors pourquoi on n'a plus le droit de faire le break en 4e et 3e? Bon, c'est pas qu'on n'a plus le droit, mais on va faire autrement le break, si vous voulez, en 4e et 3e. En revanche, on peut se dire que l'élève qui est en début de cycle 4 et qui vient du cycle 3, on peut peut-être lui proposer justement ces moments de respiration, ces moments ludiques. Alors c'est ludique, certes, mais c'est ludique sur la base des apprentissages, de la réinjection de savoir, de savoir-faire. Ça n'est jamais gratuit. C'est un ludique qui est aussi un ludique formateur pour l'élève. Par exemple, dans le cas de Have a Break, si c'est une chanson qui sert de support, la chanson sera présentée dans la version numérique du manuel, du livre du professeur, en version karaoké. Et donc vous pourrez utiliser ça en karaoké. Donc voilà l'esprit dans lequel on a créé ce Have a Break pour le niveau 5e. Les 2 autres pages, on va les retrouver plus loin une fois qu'on va avoir quitté le niveau 5e, vous le verrez. Cette page eSmart, par exemple, est une page qui est une première approche de l'éducation aux médias et à l'information. Alors, en 5e, nous n'avons pas voulu faire quelque chose de trop lourd. Il s'agit de quelque chose qui reste ludique. Les élèves vont pouvoir jouer en créant et en utilisant les outils numériques, informatiques, mais ça va rester quelque chose qui va être motivant et distrayant, sans toutefois perdre de vue totalement le fait qu'on commence à les éduquer à une utilisation intelligente et raisonnée de ces médias. Et puis le troisième exemple, c'est le parcours artistique qui est illustré par une rubrique qu'on va retrouver sur les 3 niveaux cette fois-ci, qui s'appelle An Eye on Art. Cette fois-ci, il s'agit bien de faire progresser les élèves autrement, de se décentrer par rapport à une progression, de réinjecter dans ce travail des éléments, des savoirs, des acquis, des savoir-faire qui ont été vus au cours de l'unité, mais à travers la découverte d'une œuvre d'art qui est liée thématiquement à l'unité dans laquelle elle apparaît. Là encore, il y a une forte cohésion, je crois qu'il faut vraiment le souligner dans cette méthode, une très forte cohésion thématique qui sera porteuse pour les élèves. Voilà, donc ça c'est pour les 5e. Alors en 4e et 3e, nous retrouvons 2 de ces 3 rubriques. Nous avons perdu Have a Break, mais pas l'esprit de faire des breaks de temps en temps, bien sûr. Nous retrouvons Media Smart, c'est-à-dire que ce qui s'appelait eSmart en 5e devient Media Smart en 4e et 3e. Et là, nous rentrons de façon plus construite et plus ambitieuse dans l'éducation aux médias et à l'information. Il s'agit de faire en sorte que les élèves utilisent les médias de façon de plus en plus réfléchie, raisonnée et responsable.
Et c'est là en particulier qu'ils vont... vous avez entendu parler tout à l'heure des réseaux sociaux. Il y a une unité qui est consacrée à ça, sur les rumeurs. Et bien, vous voyez, on y trouve un écho ici, c'est-à-dire que l'élève va être amené à réfléchir à ce que c'est, au fond, que d'utiliser un système de réseau social comme Facebook, pour ne pas le nommer, par exemple, les avantages, mais aussi les risques que ça peut présenter, etc. Donc là, il y a une phase de réflexion, il y a davantage d'ambition. Quant à la page qui reste intitulée donc An Eye on Art, eh bien, on continue à parcourir des œuvres d'art très variées qui vont de la peinture, bien sûr, là on a un exemple de peinture, mais on passe aussi par des réalisations dans le land art. Il y a de la musique, des chansons, de la poésie, etc. C'est-à-dire que l'art est visité dans toutes ces réalisations. Alors, les Goodreads sont des rubriques qui n'apparaissent qu'en 4e, puis qui continuent en 3e. Là, il y a une volonté d'amener l'élève à découvrir ce qu'est la lecture plaisir et la lecture longue en même temps. C'est-à-dire qu'on va amener l'élève qui, à 2 années, en fait, les deux années qui sont la 4e et la 3e, qui terminent ce cycle 4, avant d'aller au lycée. Je crois qu'il ne faut pas attendre l'année de seconde, bien sûr, pour faire découvrir aux élèves des textes longs, des textes qui ont une tenue littéraire, qui présentent des vraies difficultés, mais des vraies difficultés dans lesquelles on les accompagne. Les élèves ne sont pas livrés à eux-mêmes. Il y a un texte, alors la longueur est quand même modérée, surtout dans le livre de 4e. Je crois qu'il y a eu un effort vraiment de découpage intelligent des passages qui sont donnés. Ils sont signifiants, ils ont du sens, ils sont self-contained, c'est-à-dire que vraiment ça fonctionne très très bien. Et on donne aux élèves un guidage léger. Il y a quelques questions. Alors, il faut considérer que ces questions sont davantage des déclencheurs de compréhension, des aides pour questionner le texte. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un bon lecteur? C'est quelqu'un qui sait questionner un texte. Et on amène les élèves à commencer à s'initier à ce que c'est que questionner un texte pour mieux le comprendre. Et donc, il ne s'agit pas évidemment de faire une correction lourde des réponses aux questions. Les questions sont des guides, elles ne sont pas exhaustives, on ne pose pas toutes les questions, et bien évidemment, en fonction du type de classe que vous avez, vous allez pouvoir enrichir, alléger, modifier, réorienter. Bon, tout est possible. Là, on a un guidage qui est un guidage relativement consensuel qui permettra à la plupart des élèves de rentrer dans des textes dans lesquels, a priori, pourrait penser qu'il n'aurait pas été capable de rentrer. Voilà. Alors, l'autre grand point, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, moi je crois quand même que c'est assez innovant. Les EPI, c'est peut-être un des éléments les plus innovants dans la réforme du collège. Bien sûr, les EPI sont intégrés dans la méthode Give Me Five. Alors, le choix que nous avons fait n'a pas été le choix de la quantité. Nous n'avons pas choisi de proposer 5 ou 6 pistes d'EPI par niveau, parce que je pense qu'avoir des pistes, on en trouvera toujours. Il y en a partout sur Internet. Si vous avez la curiosité d'aller surfer, vous allez trouver sur les sites académiques et ailleurs d'innombrables idées de pays. Tant qu'on est dans l'idée, ça va très bien. Quand on commence à rentrer dans le dur de la réalisation, c'est une autre affaire. Donc nous, ce que nous proposons, c'est vraiment des EPI clés en main. Des EPI où le travail a déjà été fait, où tout un balisage est prévu et où l'élève va pouvoir entrer facilement dans l'activité. Donc nous avons décidé de nous concentrer sur la qualité des EPI et de balayer en 3 années, en 3 ans, 3 niveaux, les 6 des 8 thématiques qui sont au programme, de façon à ce qu'on couvre finalement les exigences programmatiques, puisque les programmes nous disent que nous devons couvrir sur les 3 années du cycle 4, 6 des 8 thématiques. Donc là, le travail, comme d'ailleurs dans l'ensemble de la démarche que nous avons adoptée dans Give Me Five, on ne lance... Alors oui, ils sont tout à fait à la fin du manuel. On ne lance pas les élèves dans le pays comme ça, en leur disant voilà le thème et puis débrouillez-vous. C'est-à-dire que la première partie est toujours une partie où on injecte, où on donne des éléments culturels, lexicaux, grammaticaux, un certain nombre de points de repère, des informations qui peuvent être d'ordre scientifique, culturel, historique, etc., en fonction du type de pays qui a été monté. Et c'est seulement quand on a fait ce travail de prise de repère et de prise de contenu à la fois lexico et culturel, par exemple, que l'on va ensuite lancer les élèves dans l'activité. Ce que nous avons fait aussi pour faciliter le travail des élèves et celui du professeur, c'est de réfléchir aux ouvertures vers les autres disciplines. C'est-à-dire qu'à différents endroits dans le manuel, vous verrez, ça apparaît notamment dans le sommaire, mais ça apparaît aussi dans les pages EPI,
à la fin de la page, sur la dernière page EPI, me semble-t-il, vous avez les pistes de travail qui sont proposées dans les 2 disciplines qui, pour nous, semblent être les meilleures candidates pour être des disciplines partenaires dans cette démarche d'EPI. Donc, après, la condition que nous ne pouvons pas vous garantir, bien sûr, nous, en tant qu'auteurs et directeurs de collection du manuel, c'est que vous trouverez des collègues dans ces disciplines qui seront vraiment partants. Mais je pense que si vous leur montrez ces choses-là, vous allez les convaincre, parce que, à mon avis, ça leur parlera et ça sera motivant. Surtout que, bon, les réalisations concrètes qu'on demande dans ces EPI sont vraiment des réalisations qui sont à la portée des élèves de collège et qui, en même temps, ont du sens. Donc, je crois que vous avez là un outil pour convaincre vos partenaires des autres disciplines de rentrer dans la logique EPI et de ne pas surtout, je crois, enfermer l'anglais et les langues vivantes quelque part dans des EPI qui sont strictement intralangues et qui ne vont pas faire des incursions dans le domaine scientifique, dans le domaine de la citoyenneté, dans le domaine de l'EPS, dans le domaine des sciences expérimentales, etc. Je crois que ça, il faut vraiment avoir une attitude proactive dans ce domaine-là. Nous touchons à tout. En tant que professeur de langue, vous touchez à tous les domaines. Les domaines culturels dans lesquels vous travaillez vous amènent à aborder à la fois l'historique, le géographique, le scientifique, l'environnement et ainsi de suite. Donc je crois qu'il ne faut pas se priver de toutes ces ouvertures qui ont vraiment du sens pour les élèves. Mais dans le pire des cas, si aucun de vos partenaires dans les autres disciplines ne veut se lancer, eh bien, les EPI, vous pouvez les utiliser comme une mini-unité. Ça fonctionne aussi très bien comme mini-unité. À ce moment-là, vous perdez évidemment le côté transdisciplinaire, mais vous gardez la possibilité de faire aux élèves un parcours extrêmement intéressant qui se termine par une réalisation concrète et que vous pouvez les amener à évaluer, soit en s'auto-évaluant, soit en s'évaluant d'une classe à l'autre. Enfin là, vous pouvez avoir différents projets qui, à mon avis, seront facilités par ce type de support. L'évaluation, la diapo qu'on vient de voir, on y revient juste 10 secondes pour signaler que nous fournissons aussi des éléments d'évaluation, en particulier la possibilité pour l'élève de tester vers la fin de la démarche EPI ce que l'EPI lui a apporté, ne serait-ce que par exemple sur le plan de l'enrichissement lexical. Voilà, et puis éventuellement sur l'enrichissement culturel. Donc voilà, c'est sur cette page. On passe à la suite. Alors, le Drama Club, on va retrouver le principe que nous avons retenu sur la plupart des démarches. Dans le Drama Club, on va commencer par apporter un cadre, des informations. L'élève va faire une prise de connaissance. Il va retrouver des informations qu'il connaît déjà plus ou moins. Il a peut-être déjà plus ou moins entendu parler de Robin Hood, mais il va pouvoir revoir ses bases, si je puis dire, revoir ses classiques. Et dans la deuxième partie de ce Drama Club, l'élève va devenir véritablement acteur. Alors là, c'est pas un jeu de mots. À la fois, bon, il est acteur dans ses apprentissages, mais là, il va devenir acteur au plein sens du terme. C'est-à-dire qu'il va devenir d'ailleurs soit acteur, soit scénariste, soit metteur en scène, soit décorateur, puisque beaucoup de rôles peuvent être attribués dans une classe lorsqu'il s'agit de monter une scène, par exemple une scène de théâtre à partir de la légende de Robin Hood. Ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé dans cette Drama Club. Et donc, vous voyez, ce Drama Club s'ajoute à tous ces dispositifs que la réforme du collège nous a invités à mettre en place pour, comme le dit le titre de cette conférence, amener les élèves à apprendre autrement, les faire réussir en utilisant des méthodes diversifiées. Voilà. Dernier point important, nous avons essayé de revisiter quelque chose qui, dans certains manuels, il y a encore quelques années, s'appelait des fiches méthodo. Bon, alors là, on n'est plus du tout, je crois, dans la fiche méthodo, tout simplement parce que les fiches how-to, d'ailleurs, Hélène et Catherine l'ont signalé, je le rappelle simplement brièvement, ces fiches how-to, elles sont toujours inscrites dans une thématique. Elles sont toujours reliées assez directement à une unité. C'est-à-dire qu'elles vont apporter une aide qui est contextualisée en termes de contenu. Il ne s'agit pas de faire un discours à l'élève sur comment mieux prendre la parole ou comment mieux comprendre un texte. Il s'agit de lui dire, dans le cadre de cette unité et dans le cadre de la tâche finale qui est proposée, comment peut-on aider l'élève
comment peut-on faire qu'il réussisse mieux sa prise de parole ou la lecture de son texte, etc. Et donc il a un appui direct et contextualisé et non pas quelque chose qui est j'allais dire, polyvalent, tout terrain, parce que les fiches méthodologiques tout terrain, moi je vous le dis, enfin, en tant qu'ancien professeur, ancien inspecteur, j'y crois pas. Je crois à l'aide lorsqu'elle est contextualisée, lorsqu'elle est dans des contenus que l'élève comprend et qui le motivent. Hein. Donc voilà l'esprit dans lequel ces fiches how-to sont conçues. Alors les fiches how-to, peut-être... Une autre dans le workbook. Hein. Oui. Il y a des activités. Là, on montre, ils essaient, une petite activité en bas, et puis dans le workbook, on leur demande d'appliquer. Donc il y a une page par fiche how-to et il y a à peu près plus d'une vingtaine de fiches sur les 3 manuels. Peut-être même j'ajouterai un élément sur ces fiches how-to. L'élève n'est pas passif, même quand il est face à ces fiches how-to. Il a d'abord des petits exercices à faire qui lui permettent de consolider des acquis. Et ensuite, il y a une sorte de mini-projet à réaliser, de mini-défis. En fait, on appelle ça des défis, mais ça pourrait être des mini-projets. Donc, un premier défi qui est réaliser des exercices et un deuxième défi, utiliser ce qu'on a trouvé, ce qu'on a compris dans l'exercice pour faire une micro-tâche en quelque sorte. Donc à chaque fois, on a une aide méthodologique où l'élève est véritablement l'acteur de sa progression méthodologique et non pas simplement dans un dispositif de répétition à l'identique, d'exercice en disant plus il en fera, mieux ça vaudra. On sait bien qu'en fait, on le sait tous, hein, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a aussi, vous savez, les fiches méthodologiques qui sont tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois te comporter comme ci, comme ça. Bon, bah, l'élève a lu ça. C'est tout. Hein. Là, il fait. On lui donne des pistes et il fait. Il a la preuve que ça fonctionne. L'ancrage culturel a été vraiment un souci permanent et je crois qu'il faut véritablement prendre en compte ce critère lorsqu'on veut mieux faire travailler ou faire travailler autrement les élèves. Souvent, lorsque les élèves perdent leur motivation, c'est simplement parce qu'il y a une perte de contenu. En voulant trop faciliter les choses, en voulant trop épurer, en voulant aseptiser les contenus des cours, ce qui arrive quelquefois, c'est qu'il y a une perte d'intérêt pour les élèves. Hein. Et si on descend à un niveau de difficulté qui devient ridicule, bon, ça n'est pas forcément la meilleure façon de rassurer les élèves. Et pensons aussi que dans l'esprit de la réforme, ce que nous avons essayé de faire, c'est de contribuer à ce qu'ils construisent une meilleure image d'eux-mêmes. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Si vous réussissez à faire que vos élèves se construisent une meilleure image d'eux-mêmes, vous aurez déjà gagné une sacrée bataille. Voilà. Est-ce que vous fournissez des fiches d'évaluation pour les EPI ? Pour les EPI, non. Non, parce qu'il y a 2 autres disciplines. Si on les traite en tant qu'EPI, il y a 2 autres disciplines qui sont imbriquées. Et là, il faut qu'il y ait une concertation entre les 3 disciplines ou les 2 disciplines. Par contre, vous avez à la dernière page, donc à la 6e page, vous avez des questionnements, des questions, des activités pour que l'élève fasse la preuve qu'il a compris. Par exemple, 3 personnages dans celui que vous avez vu, là, puisque c'est l'alimentation. 3 personnages qui parlent de leur alimentation. Moi, je mange ci, je fais du sport, je mange ça. Lequel mène la vie la plus saine? Et dites pourquoi. Voyez, donc, il faut réinvestir ce qu'ils viennent de voir. Mais c'est la seule, il n'y a pas d'évaluation chiffrée. Mais est-ce qu'on a besoin toujours de noter Comment ? Le pays doit être évalué. Oui, mais quand on le traite en tant que pays, en tant que, si vous n'avez pas d'autres, si vos collègues ne veulent pas travailler avec vous pour X raisons, vous ne pouvez pas évaluer le pays. Oui, j'aurais presque envie de dire quelque chose à propos de l'évaluation, c'est que il ne faut pas travailler l'évaluation hors sol, il ne faut pas réfléchir au problème d'évaluation, est-ce que j'évalue, comment j'évalue de façon hors sol. Il faut le faire dans le cadre de l'équipe. Vous faites partie d'une équipe de langue, sur le plan, je dirais, disciplinaire, et vous faites partie d'une équipe multidisciplinaire au niveau de chaque classe. Et je crois que ce sont ces 2 paramètres sur lesquels il faut toujours poser sa réflexion quant à l'évaluation. À partir du moment où une équipe, je parle en termes d'équipe avec les différentes disciplines, à partir du moment où une équipe a réfléchi et propose un système d'évaluation qui est cohérent et qui fait que l'élève s'y retrouve d'une discipline à l'autre,
il n'y aura pas de problème. Et vous ne serez pas perdant, l'élève non plus, et tout le monde s'y retrouvera. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une cohérence. Ce qui détruit souvent la crédibilité d'évaluation auprès des élèves et auprès des parents, c'est le fait que dans le même établissement, vous allez avoir 3 ou 4 manières d'évaluer, ou dans l'équipe de la 5e X, vous allez avoir des professeurs qui ont un mode d'évaluation très traditionnel, d'autres qui utilisent énormément le positionnement sur des niveaux de compétences. C'est ça qui ne va pas. Et je crois que c'est ça le problème. Maintenant, à partir du moment où il y a une homogénéité dans les pratiques, je crois que c'est rassurant pour les élèves. Et je ne suis pas sûr que des systèmes ne puissent pas cohabiter. Personne ne détient la vérité, je dirais, en termes d'évaluation. La seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'au baccalauréat, on a fait rentrer une évaluation par groupe liée au niveau du cadre européen. Bon, c'est déjà une progression vers une évaluation qui est plus lisible pour tout le monde, mais elle reste malgré tout chiffrée. Sauf que là, vous voyez, bon, le chiffrage est un petit peu plus souple, ou plutôt, alors les détracteurs vont dire qu'il est plus grossier, mais c'est un moyen déjà de visualiser les choses, et c'est plus compréhensible pour les élèves malgré tout, et pour les familles. Mais ça se déplace sur le collège avec le niveau. Bien sûr. L'idée, c'est bien sûr d'aller dans cette direction-là au collège. Hein. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de savoir s'il faut le faire ou pas. Le débat n'est pas de cette nature-là. Pour moi, le débat, c'est est-ce qu'une unité qui s'appelle collège va avancer de façon homogène ou pas. S'il y a homogénéité, s'il y a cohésion au niveau de l'équipe, je pense que quel que soit le choix que fera cette équipe, j'ai envie de dire qu'ils feront le bon choix. Le mauvais choix, c'est le manque de cohésion, d'abord et avant tout. Je crois que c'est ça le premier danger qui menace les enseignants dans leur crédibilité face aux élèves et face aux familles. Hein, voilà. Voilà, donc, Merci. merci.